menene manaela aela ela melumbenyele sasabika watikanomie tata koremi wami mama koremi wamio yaya koremi wamio tata 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 mene tata 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 mene tata mene manaela aela ela melumbenyele. De noirs nuages s'amoncellent depuis quelques jours dans le cœur d'une famille. Bientôt, ils gagnent celui d'une communauté, puis celui d'une nation entière, sans aucune possibilité de dissipation immédiate. Au fil du temps, l'implacable réalité se forge, s'alourdit et s'apprête à tomber dans l'opinion, tel un couperet. Au matin du 27 novembre 2020, Marcel Éloirand Deschambrier, connu et reconnu pour son franc-parler, s'est éteint. Il allait pourtant accomplir ses 87 ans. L'onde de choc ébranle au Sengué, le domaine où il coula ses derniers jours, couvre le pays d'une immense tristesse, traverse les frontières de son Gabon natal et résonne aux confins des continents. Lorsqu'il vit le jour le 1er décembre 1933, rien à première vue ne prédestinait le petit Marcel à l'avenir fulgurant qu'il allait connaître tout au long de ses jours. Dans ses veines pourtant coulait le sang d'un souverain bien connu du 19e siècle. Nous descendons d'Anchoué Kowera Ponchombo, dit roi Denis, qui a mis au monde un dernier enfant, qui était une fille qu'on a donné le nom de Agathe Ongong. Ongong, pourquoi? Parce que c'est un nom d'homme, en principe, dans nos traditions, mais Rapochambo avait dit que son dernier enfant porterait le nom de son père, qui s'appelait Ongong Remboko. On lui dit c'est une fille qui est née. Il dit ça ne fait rien, donc on porte. Donc cette fille, Agathe, donc Ongong, a mis au monde cet homme d'enfant. Le premier enfant, c'est Anayo, ma grand-mère. Deuxième enfant, c'est Aoré, Amélie Aoré, qui a mis au monde Docteur Chambrier. Le dernier de Andad, qui a d'abord mis au monde Ogandaga Chambrier, l'aîné, suivi de Ambouré Richard à Kendengue, de Pourambouré, et bien sûr Henri Chambrier, qui était le dernier. Donc, en ce qui concerne, voilà un peu le début. Il y a eu d'autres enfants qui sont nés, dont Barreau, Alexandre Barreau. Alexandre Barreau, quand à sa mort, je suis le premier garçon né dans la famille et on m'a donné le nom d'Alexandre Barreau, qui est donc le petit frère de ma grand-mère, petit frère de la mère d'Éloi Chambrier. Voilà donc le lien de famille. Il est donc directement mon oncle, cousin germain de ma mère. Il fait ses premières classes à Libreville dans l'illustre école catholique, l'école Montfort, réputée sérieuse, avait formé de nombreux cadres gabonais, dont la plupart des personnalités et dignitaires que nous avons rencontrés pour les besoins de notre film. Dès le milieu scolaire, Chambrier pouvait déjà marquer l'esprit de ses camarades. Il était devant, puisqu'il était un peu plus âgé que moi. Il y avait une habitude qu'on a prise de fermer les fenêtres de la classe après la classe. Et ce n'était pas son tour. Mais je me rappellerai toujours que celui qui devait le faire n'a pas voulu le faire. Et Chambrier lui a dit, ce n'est rien de fermer les fenêtres, je vais les fermer. Et il les a fermées. Ça m'est resté, vous savez. Ça s'est passé
aux environs de 1945-46, par là, il y a très longtemps de ça. C'est vous dire le degré d'altruisme qu'il avait. Altruiste, mais déjà une âme et une volonté d'autonomie qui vont tout aussi attirer sur lui l'attention de ses congénères. Il vendait les gâteaux. Il apportait toujours du de gâteaux, des beignets, les bananes pendues, frites, tout ça. Et alors, c'était la ruée. Et puis à côté, il y avait aussi les femmes que nous appelions les femmes Aoussa. C'était des Béninoises en fait. Et alors, elles venaient aussi avec leurs gâteaux et on achetait. Dans la cour de l'école comme en classe, le leader né sait marquer son territoire. Identité remarquable, reconnaissable parmi mille, qui s'y frottait, s'y piquait assurément. Je l'ai connu comme un élève turbulent, un peu taquin sur les bords. Mais ce qui m'avait frappé, c'était qu'il ne voulait pas se mêler aux enfants du même âge que lui lorsque nous jouions au football. Il était minime, mais il choisissait de jouer avec les cadets. Donc, nous admirions son audace et sa pugnacité. Je garde aussi de lui quelqu'un qui était un tout petit peu bagarreur. Je l'ai vu inviter d'autres élèves, comme on le disait à l'époque, à la plage à 17h. En effet, à cette époque-là, c'était presque devenu un sport, pour ne pas dire un spectacle. Tous les 17h, il y avait une bagarre à la plage. Nous avions des spectateurs qui se battaient avec des spectateurs, des partisans. Alors c'était des jours terribles. Et il ne se laissait pas faire. Il ne se laissait pas marcher sur les pieds, même s'il grandit dans les pures traditions pongouais de glace, car Marcel Éloi fut un enfant ordinaire qui avait beaucoup appris de ses parents et de l'environnement qui l'entourait. Tel tout bon futur leader, il était toujours précédé par son renom. D'ailleurs, on ne connaissait pas Chambrier. On connaissait Pocho Éloi. Alors, un dimanche 4 octobre, je vais au salut du Saint-Sacrement l'après-midi. Il y avait palabre chez moi. Je suis allé me faire inscrire comme louveteau. Et c'est le docteur Chambrier qui était le chef de meute. Et il nous faisait chanter le coco, personne en se lasse, on dirait, dis-vous quand il passe, qui ont bien haut, et que l'écho, qui ont bien haut, vive le coco, et etc., etc. Bon, ça a duré comme ça 3 ans. Lui-même devait être au cours élémentaire. Mais ça, on ne connaissait pas ça. En CE2, comme dans les autres classes, ses camarades sont unanimes. C'était un excellent élève. À preuve, il a passé le certificat d'études avec succès. Ensuite, il s'est présenté au concours annuel des bourses. La métropole, la France à l'époque, organisait un concours tous les ans et choisissait les 5 premiers pour aller poursuivre les études dans les collèges et lycées de France. Il a fait partie de ce peloton qui avait gagné, qui a eu le concours. Mais attention, quand tu vas en France, c'est pas comme maintenant.
où tu prends l'avion ici directement. Il fallait prendre le bateau pour Port-Gentil, Pointe-Noire, le train jusqu'à Brazzaville. Brazzaville, traverser le Congo et aller prendre un avion à Léopoldville, à Kinshasa. Et c'est cet avion-là qui va les amener en France. En France, adolescent, il intègre le lycée Michelet de Vence en région parisienne. Là, sous la rudesse des hivers et heureusement la chaleur des étés français, il apprend à se construire et à édifier sa vie d'homme. Lorsqu'avec brio, il obtint son baccalauréat scientifique, il choisit d'intégrer l'Institut de médecine tropicale de la faculté de Paris. Marcel Éloi Randy Chambrier va embrasser de façon étincelante des études de médecine, dont il partagera la passion à ses proches plus tard. À cette époque, il n'est pas le seul Gabonais dans l'Hexagone. En 1959, nous sommes un petit commando de jeunes Gabonais, bacheliers, qui allons en France avec la ferme résolution de ne pas nous éterniser en France, mais de terminer nos études dans les délais que nos petites intelligences nous permettaient. C'est ce qui fait qu'à Paris, nous ne faisons que passer, et beaucoup d'entre nous avaient choisi Lille. Mais ils sont malades, ces Gabonais. Ils veulent aller à Lille, mais à Lille, c'est le froid, mais jamais pour rien faire. Il n'y a jamais de soleil là-bas. Nous avons dit à Lille, nous, au moins, on va travailler pour réussir. Nous ne pouvons pas rester à Paris. Nous ne pouvons pas rester d'éternels étudiants. C'est-à-dire être étudiant, mais avoir également le statut de militant politique dans tel ou tel parti politique métropolitain. C'est ce que nous nous disions à l'époque. Pas question de s'éterniser en métropole. Comme nombre de ses compatriotes, il a à cœur de rentrer pour servir son pays. C'est dans le cadre de ce site de la FOM que nous avons rencontré tous les anciens. Pas seulement le docteur Chambrier, mais les Mokhtar Meng, les Philippe Mori, les Kassamapsi, les Bukabu Ntiengi, et pourquoi pas les Hervé Boutinga, les Kumba Mungengi, les Edmond Foster, les Lapebi. Bref, je citerai beaucoup de noms. Mais à Paris, c'était essentiellement ceux-là qui étaient là. Beaucoup d'autres étaient en province, à Bordeaux, à Lyon, à Caen, à Rennes. Mais à Paris, c'était essentiellement les figures du docteur Chambrier, de Kassamapsi, de Pierre Claver, Nzorengema, Bukabu Ndjingi. C'était les grandes figures qui transcendaient un peu dans le milieu étudiant gabonais. Il y avait d'autres compatriotes comme Okumba de Kwatchege, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien représentant de la CCT. Il y avait Mokhtar Mben, ancien ambassadeur. Il y avait Bukabu Ndjengi, ancien président du Conseil économique et social. Il y avait Denis Mawanga, ancien directeur général des impôts. Il y avait Mindo Minzamba, premier médiateur de la République, et bien d'autres. et d'autres encore. Je trouve là-bas, monsieur, mon patron, Léon G, trouve enfant. Et il y a eu Pierre Claver,
neveu de Bam, je crois. Mais, attention, il était un bon matheux. Et il voulait aller en polytechnique. Or, l'administration avait dit non, compte tenu de ce que le Gabon est un pays sous-peuplé, il faut le peupler, il faut soigner le plus possible de maladies. Il va faire une médecine. Et c'est comme ça qu'il est obligé, en quelque sorte, de faire une médecine. Le caractère altruiste de Chambrier n'est pas fortuit. Même s'il avait voulu initialement faire la polytechnique, son choix de la médecine et plus tard de sa spécialisation en pédiatrie sont, semble-t-il, la matérialisation de l'idée du berceau gabonais, sorte d'ancêtre gabonais de la PMI qu'avaient lancé en leur temps sa mère et sa grand-mère. Mais le leadership bouillonne en lui. Dès 1957, en effet, il est membre du comité exécutif de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, après avoir été président du comité exécutif de l'AGEG, l'Association générale des étudiants gabonais. Une posture patriotique qui le fera remarquer assez rapidement, aussi bien dans le pays où il étudie qu'au Gabon. Son pays est un jeune État souverain et a besoin de tous ses cadres de l'époque. Diplôme de docteur en médecine en poche, c'est en 1963 qu'il boucle son internat et décide de rentrer au Bercail dans la perspective d'un stage de confirmation d'emploi à la fonction publique. Il crée le service pédiatrie qui n'existait pas. Le docteur Chambrier devient à l'époque le premier pédiatre du pays à l'hôpital de Libreville. C'était au-delà du syndicalisme étudiant, c'était du militantisme politique que nous faisions. La FEANS était vraiment un véritable atelier d'apprentissage de la politique au sens noble du terme, à savoir être au service des autres, quitte à se sacrifier soi-même, quitte à sacrifier même sa propre famille. Et c'est à cette école que nous avons été élevés sur les modèles de ceux-là qui nous avaient précédés, c'est-à-dire des anciens comme le docteur Chambrier. C'était une organisation qui combattait pour l'indépendance des États africains, des colonies françaises d'Afrique, aussi bien Afrique centrale qu'Afrique équatoriale. Et nous avons donc une confédération et on avait un bureau politique et on avait un gouvernement, une sorte de gouvernement, même pas une sorte de parti, qui s'appelait la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Le docteur Rahandi Chambrier était vice-président aux affaires extérieures de la FEANF. Donc ça prouve que déjà c'était un militant chevronné qui avait beaucoup fait. L'indépendance, je ne me rappelle plus si c'est 56 ou 57, à l'indépendance du Ghana, la FEANF a envoyé son vice-président aux affaires extérieures, Rahandi Chambrier, à Accra, et Kwame Nkrumah, le représentant de la FEANF, était traité comme un ministre des Affaires étrangères d'un pays. C'était une fédération un peu à l'avant-garde de toute l'Afrique. Ce n'est pas uniquement l'Afrique de l'Ouest, mais toute l'Afrique noire. Donc là, je peux dire que c'est le premier pas politique, entre guillemets, parce qu'on ne faisait pas de la politique proprement parlée, mais c'était déjà. Donc il est parti de là. Tout part donc de là pour celui qui allait devenir le premier docteur en médecine du Gabon. Alors que le pays vient d'accéder à l'indépendance, Léon Mba et son gouvernement sont en train de dérouler le début de leur programme de développement. Février 1964, le premier président du Gabon est déposé sous un orage indescriptible par de jeunes lieutenants de l'armée. Il s'est trouvé que, après que les militaires aient fait leur coup,
qu'ils ont cru utile, non pas de se faire confiance à eux-mêmes militaires, mais de donner la gouvernance, la direction de l'État gabonais, si leur coup avait réussi, à des civils. Et quels civils s'étaient distingués dans la lutte pour l'indépendance du Gabon, à la tête desquels ils ont mis Jean-Hilaire Obama, vieux routier du parlementarisme français, vieux routier de la politique gabonaise. Manque de peau, excusez-moi d'être aussi terre à terre, la France veillait sur ses intérêts et tout de suite, le coup d'État a été étouffé dans son œuf. Et ces pauvres civils et ces quelques militaires rescapés ont dû passer par la case prison. Il n'a pas participé au coup d'État puisqu'il était militaire, le coup d'État. Mais parmi les personnes qu'on a contactées pour former un premier gouvernement, il était là, déjà actif. Donc, il rentre dans ce gouvernement qui n'a pas vu le jour. Le coup d'État a échoué avec l'intervention française. On les a arrêtés tous. Ils sont partis en Dom-les-Bam, l'autre côté de la rive gauche. Non, on va en Dom-les-Bam durant la période d'instruction du coup d'État. Nous sommes en Dom-les-Bam. Oh, on était bien. On était bien. D'ailleurs, on était ravitaillés toutes les semaines en viande, en légumes, en riz, en manioc, en produits de base. On était bien, on vivait dans un dortoir. Il y avait le gouvernement et puis tout, le gouvernement provisoire, plus tous ceux qui sont toujours autour du gouvernement. Ouais. Mais on était bien une trentaine, une quarantaine ou une cinquantaine. Il y avait tout le monde, il y avait Néné Roger, qui était un vieil ami, un ancien combattant de l'Indochine. Il y avait quand Jean-Marc, il y avait Ngodjou, il y avait Philippe Maury, il y avait Mbéné, frère, celui qui était lieutenant, qui était à l'origine du coup d'État, parce que Liomba avait malmené un peu son père. C'était une histoire de règlement de compte. Mais tout ceci, je l'ai su à la prison. On disait camp de concentration, mais camp de mise en observation et d'instruction. Marcel Éloi Randy Chambrier est donc mis en observation pendant 2 longues années avec ses compagnons d'infortune. Même si, selon lui, il était bien traité, Rosie, son épouse, ne vit pas l'incarcération du jeune docteur de la même manière. Elle va prendre l'initiative de saisir par courrier de hautes personnalités du milieu intellectuel français. Elle écrit à mes maîtres qui m'ont enseigné, le professeur Mande, Raymond Ashbourg, Mozi Konachi, auprès du général de Gaulle qui ordonne une nouvelle enquête. Sur votre implication. Sur mon implication. Et je reçois une réponse qui transite même par les services spéciaux.
et qui dit que bon, l'enquête révèle que vous n'y êtes pour rien, que vous n'êtes pas impliqué dans cette affaire et votre séjour en prison, votre sortie de prison n'est qu'une question de jours. Je suis en fait un prisonnier libre en prison. Voilà. Et je vais rester comme ça 8 jours à peine, le temps de faire les formalités. Et puis après ma sortie de prison, parce que le coup d'État a échoué. Il a échoué parce que, bon, coup d'État, vous savez, ou bien vous tuez les gens, les militaires, ils n'ont pas tué les gens. Les militaires français sont venus de Dakar. Ils ont sauté en parachute. Et la piste n'était même pas obstruée par des camions, toute espèce pour empêcher des avions d'atterrir. Ils ont même demandé aux militaires de Baraka de se rendre, en particulier au lieutenant Doedou. Le coup d'État manqué, le gouvernement éphémère auquel il avait participé et son passage par la case prison ne douchent pas la pugnacité de ces lutteurs nés. Au contraire, à la mort de Léon Mba en 1967 et dès l'arrivée d'Albert Bernard Bongo, il va définitivement ouvrir les bras à la politique avec le rôle majeur qu'il joue à la création du Parti démocratique gabonais, parti unique de l'époque. Marcel Elouaran dit Chambrier côtoie de nouveaux camarades et va dérouler toute la splendeur des connaissances acquises au sein du laboratoire que fut la FEANF. Je cheminais avec Chambrier au sein du Parti démocratique gabonais, où il est arrivé d'abord comme secrétaire général adjoint à la presse et à l'information. Nous avons continué à militer, Dr Chambrier et moi, au sein du PDG rénové, la rénovation, et nous nous sommes impliqués dans le militantisme politique au sein du parti qui était unique, certes, mais au sein duquel la démocratie partait de la base vers le sommet, et pas le contraire. Parce que pour être élu député, il fallait d'abord être opté par son comité de base du village ou d'entreprise ou du quartier, être accepté, adoubé par sa section, et ensuite être agréé par le comité central du parti qui soumettait vos candidatures au bureau politique qui vous investissait oui ou non en fonction des enquêtes qui avaient été faites autour de vous. Et dans ce cadre-là, Chambrier a occupé les plus hautes fonctions électives de ce pays, jusqu'à être président de l'Assemblée nationale. Fonction, je crois, qu'il a occupée jusqu'à la cessation de celle-ci, lorsqu'il a eu à prendre sa retraite de parlementaire. Au sein du parti, il a créé un journal. Et nous étions une équipe de femmes qui étions à la recherche d'une qualité de rendement dans ce que nous faisions à l'UFPDG. J'étais secrétaire général et à l'ancienne Assemblée nationale en face de la présidence, nous avons bénéficié de quelques témoignages, dont le sien. Donc au cours de ces témoignages, il nous dira, il définit la politique de cette manière.
d'imaginer qu'un fou occupe la cité. Et si vous n'avez pas l'intelligence de surveiller ce qui se passe dans la cité, comme la nation, ce fou-là fera de votre pays ce qu'il voudra. J'ai compris avec ces témoignages que c'était important qu'on s'engage dans l'action. Moi, personnellement, je suis resté 20 ans dans l'action des femmes, comme délégué à l'économie familiale, secrétaire générale, puis présidente. Chambrier a été un grand homme pour avoir créé sa clinique, qui a pris de l'ampleur aujourd'hui, qui est une fierté de tout le monde, qui a créé l'université de Masuku au profit de la jeunesse. C'est un grand homme qui a travaillé dans ce beau pays, des Gabonais et des Gabonaises et de ses ancêtres qu'il a tant aimé. Nous perdons aujourd'hui une grande personnalité. Moi, me trouver en face de vous, vous la presse, ça explique toujours la grandeur de cet homme. Parce qu'il y a des familles qui ne pensent pas que quand quelqu'un comme ça s'en va, il avait des amis, il avait des gens qui le connaissaient. Et donc, nous perdons cette personnalité qui, lui, rien que son domaine d'Osengue, il l'a fait pour la valeur de ses enfants, la valeur de sa lignée. Il l'a fait pour la valeur de la chefferie de sa contrée. Parce qu'il a terminé d'être aussi notre grand notable. Et je voudrais vraiment lui remercier pour tout ce qu'il a fait. Au fil des années, il va monter en grade au sein du parti. Nommé au gouvernement, il est d'abord secrétaire d'État avant de gérer plusieurs portefeuilles ministériels sous Léon Mebiamba et Casimiro Yemba. Il sera élu député au suffrage universel direct grâce à son altruisme et son entre-gens et succédera en 1993 à Jules Bourdès au Gouligende. Député de son arrondissement, il a fait une politique de proximité pendant plusieurs septennats. À l'époque, c'était 7 ans. Et c'est quelqu'un qui a été très apprécié de ses électeurs, de ses militants du PDG, du parti, qu'il a d'ailleurs cofondé avec Omar Bongo et les autres. Ses qualités de rassembleur et de bâtisseur de ponts se font ressentir au sein de l'hémicycle et vont retentir jusqu'aux confins de l'opposition la plus intransigeante. Chambrier était particulier, le président de l'Assemblée. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises se retrouver chez lui avec des députés aussi bien de l'opposition que de la majorité, dans un climat convivial. Donc, contrairement à ce que les gens pouvaient penser qu'il était celui qui repousse, non. Mais il fallait le comprendre, il fallait le découvrir, il fallait le côtoyer pour le découvrir réellement. Qu'il repose en paix et que nous qui continuons à vivre, nous puissions de temps en temps nous inspirer de ses qualités. La recherche permanente du dialogue, tel était son credo. Malgré les divergences d'opinion, malgré les réticences, il savait qu'il était un enfant du pays et que même en face, c'était des enfants du pays. Après la prison centrale, je suis affecté à l'Assemblée nationale comme agent comptable. Bon. Il a eu beaucoup d'hésitation à m'accepter comme agent comptable avec mon statut
plus ou moins mon statut d'opposant, mais j'ai pu le rassurer en disant que nous avions à faire un travail technique qui n'avait rien à voir avec les pensées politiques. Et pendant pratiquement les 2 ans et demi que nous avons passé ensemble, nous avions un climat serein, un climat de responsabilité. Je peux le dire, il y a certaines occasions, il y avait quand même des petits accrochages, mais nous arrivions souvent à trouver un moyen terme. Marcel Éloi Randy-Chambrier, dans ses multiples activités politiques, était resté arc-bouté sur la nécessité d'améliorer le développement du pays. De nombreux secteurs dont le président Omar Bongo lui avait confié la responsabilité avaient bénéficié de son caractère méticuleux et tatillon. Il savait avec certitude qu'en cultivant le travail bien fait, les résultats ne pouvaient être que probants. J'ai eu à l'accompagner à plusieurs missions semi-officielles, dont la toute première au Kenya. Ensuite, nous sommes partis en France, à Bruxelles, en Belgique, pour chercher des financements pour rénover l'hôtel Okume Palace et construire l'hôtel d'Aponchombo et Dové. Nous avons pu obtenir ces financements et au retour, on a construit les hôtels. On a rénové l'Okoumé Palace. Rénovation et construction d'hôtels, il est également à l'origine de la construction de la cité d'Awenje à Libreville, mais aussi d'un temple du savoir à Franceville. En créant cette école, il fait une stratégie pour que ce soit créé à Franceville. Il voulait que ça se fasse vite. Cette école a formé beaucoup de jeunes. Cette école forme encore de jeunes cadres de métiers de sciences dans le pays. Marcel Éloi Randy-Chambrier avait à cœur de satisfaire un pan important de la population adepte des sciences naturelles et physiques qui était obligé de s'occuper du terroir. C'était quelqu'un qui avait la main sur le cœur. Et il aimait le travail bien fait. Et il aimait déléguer surtout. Il aimait déléguer. Mais c'est quelqu'un qui était très affable. Très affable. L'affabilité dont il avait toujours fait montre aura également été une des raisons de sa longévité politique. C'est comme ça qu'il a commencé à goûter à la politique. Et quand Bongo est arrivé, il lui a fait part de ses états de service. Et c'est comme ça qu'il a nommé d'abord secrétaire d'État. Et ensuite ministre plein, ministre du Tourisme et de la qualité de la vie, dont j'étais le directeur de cabinet. Un dignitaire de la République nous confie qu'à l'annonce de la mort de Marcel Éloi Randy-Chambrier, il s'était écrié « Zut alors, encore une grande gueule de la République qui s'éteint ». S'il faut retenir quelque chose du caractère entier du docteur Chambrier, c'est sa ténacité. Quand il entreprenait quelque chose, c'était difficile que Chambrier renonce en cours de route. Quand il avait décidé de prononcer une phrase, c'était difficile qu'il la rattrape. Et quand il avait entrepris cette bataille de la démocratie, Chambrier était inarrêtable, même devant le président du parti, le président Bongo. Et jusqu'à présent, vous qui êtes journaliste, fouillez vos archives, les vôtres comme celles de vos collègues, vous verrez que Chambrier a toujours eu sa langue bien pendue et qu'il n'a jamais eu froid aux yeux. C'est sa nature. Il a toujours été comme ça depuis jeune. Depuis jeune, il a toujours été comme cela. Donc c'est pas nouveau. On l'a toujours traité de grande gueule, mais
il restait quand même, malgré cela, très, très amical. Il avait parlé, puis bon, il passait les mots. Même si vous fâchez, là, allez vous retrouver autour d'un verre ou tout un machin. Donc, c'est son caractère, il ne peut rien. Ça expliquait la dignité de l'homme. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui vous aime, qui vous dira ce costume vous va, ou je préfère que vous habillez de telle ou telle manière. Donc ce franc-parler était au profit de ceux qui le côtoyaient, était au profit de la nation. Parce qu'il disait plus haut, plus fort, ce que certains murmuraient. Mais c'était au profit de la nation aujourd'hui. Je crois qu'il y avait ça dans les gènes. Oui, bon, grande gueule. Bon, on peut l'admettre. Mais il savait ce qu'il voulait. Et il n'avait pas la langue de bois. Quand il n'affectionnait pas quelque chose, il réagissait à sa manière. Avec sa voix forte et virile. Et moi aussi, j'appréciais cette manière de faire parce que ce n'est pas quelqu'un qui aimait la flatterie. Et je crois que c'était une qualité. Je vous ai dit tout à l'heure que les gens qu'il avait trouvés à l'hôpital n'avaient pas accepté le changement qu'il voulait apporter. Alors, il leur a dit que vous verrez, je ferai ma clinique. On avait, comment il dit ça comment? Uganga Vinci, Mamba et Mamba, c'était cette expression. C'est dit, Chambrier ne ravale jamais sa dignité. Un homme de courage, un prince héritier, Bamba Imba. Grande gueule, indéterminisme et fierté, tout ceci pouvait servir à certaines occasions critiques. En tout cas, ça a permis aussi de débloquer quelquefois certaines situations. Cette manière d'intervenir et de moraliser. C'est vrai, comme vous l'avez dit, c'était une forte gueule. Mais par moments, pour sortir de situations difficiles, il faut des hommes de cette trempe-là et qui ont un langage direct et franc. Le langage direct et franc de Mbamba Imbamba lui ouvre donc certaines portes et le conforte dans les convictions qu'il nourrissait déjà depuis longtemps. Lorsqu'il était à l'hôpital, les changements qu'il voulait introduire ne semblent pas avoir plu à ceux qui étaient là avant. Donc, l'idée lui vient déjà de créer sa propre structure. C'est comme ça que, en 1963 déjà, il commence à ouvrir un cabinet médical. Succès, et il commence à construire, en 1967, il construit déjà son hôpital qui a beaucoup de succès. Il fait venir beaucoup de médecins. Parmi les médecins qu'il avait fait venir, le premier, c'était peut-être le premier, le docteur Sultan. En 1970, il me reçoit. Il me reçoit, il me recherche, il me reçoit et il m'a rendu un grand service parce que je venais d'un pays à l'époque, 1970, où le chef de l'État tuait systématiquement les intellectuels. J'étais parmi qui étaient à la cérémonie d'inauguration. Curieusement, nous n'étions pas nombreux. Il y avait le président de la République, son Excellence Ella Omar Bongo et son épouse, peut-être 2 autres personnes. Mais ceci explique la grandeur de l'homme. Il va saluer son œuvre dans une intimité très restreinte.
Il n'a pas besoin de faire des grandes choses. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est au profit des Gabonais et des Gabonaises. La clinique du docteur Chambrier est aujourd'hui l'un des fleurons de la prise en charge médicale au Gabon. Si Omar Bongo avait assisté à la sobriété de son inauguration, Léomba, lui, pouvait se targuer d'avoir été parmi les premiers à être dans la confidence de sa création. Chambrier raconte un épisode de leur rencontre après sa sortie de prison. Léomba s'est senti un peu ne pas être soutenu par moi, comme si je l'avais trahi. Il voulait savoir, il m'a appelé. Et au bout d'un moment donné, bon, il avait prévu le scénario. Il a demandé à ce que la famille Mpongwe, au grand, par famille, il faut là entendre, il y avait les chefs Ambaye, les chefs, enfin, les chefs, celui qu'on appelait Hissène Habré, tout ça, qui était de Mbatarea, tout ça, et les chefs, d'autres chefs Mpongwe, ils sont venus, ils ont assisté à l'audience, mais comme n'importe qui parlait, on pas dit, ça allait un peu de gauche à droite, moi j'ai demandé la main, et on avait prévu un banquet dans une salle voisine là, où ils se sont bu à boire, à manger, etc. Et moi, j'ai discuté avec Léomba. Et je lui ai fait valoir à Léomba que si je n'avais pas mon intervention demandant à l'enlever du camp Baraka n'avait pas abouti, eh bien, lors de l'intervention de l'armée française, les militaires l'auraient tué. Ils l'auraient tué. Il devrait sa vie à moi. Voilà. Il a vérifié tout cela, et puis il m'a dit que bon, lorsque tu seras prêt pour reprendre, pour travailler, on va te redonner un poste à l'hôpital général. Je lui ai dit non. Il m'a proposé d'être ministre de la Santé, je dis non. Il m'a proposé d'être directeur de la Santé, je dis non. Il m'a proposé de prendre du service à l'hôpital général, je dis non. Il m'a dit comment tu veux, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas retourner en France? Je dis non. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis ben, je vais m'installer à mon compte. Ah, il a dit bon c'est comme ça, tu auras besoin d'argent. Tu m'aviseras, je donnerai des instructions au directeur de la Banque gabonaise de développement, qui était un blanc. Hein? Renault, oui. Pour m'accorder un crédit. Bon, il n'était pas grand, un crédit de 15 millions, mais j'ai fait une maison où j'habitais là-haut et je consultais en bas et il y avait quelques chambres d'hospitalisation aussi. Voilà. Oh, mais ça a subi des aménagements, on a jusqu'à ascenseur, tout ça, etc. Mais, en tout cas, voilà l'histoire, et puis bon. Pour vous donner un exemple de ce que nous avons fait, de ce que Chambrier lui-même a fait, il y a eu ici une épidémie de tétanos dans les années 70. Hein? Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu le tétanos, il y en a qui mouraient. Hein?
Il m'a envoyé en France. Nous n'avions pas beaucoup d'argent à l'époque. Hein. Mais à l'époque, les médecins internes des hôpitaux de Paris, qui sont venus ici pour 1 an ou 2, hein, et c'était des vedettes, c'était des gens qui savaient faire. Il y a eu un chirurgien, je me rappelle son nom encore, il y a eu un gastro-entérologue, il y a eu 5, en tout cas il y avait 5 Français, Héry. Il y avait Héry, je me rappelle, c'était le gynéco, il y avait Gutermann, le chirurgien, on l'appelait Bistouri. Hein. Donc on a fait ça et je vous garantis qu'on opérait même des cancers du côlon, de grosses chirurgies ici à la clinique Chambrier à l'époque. Hein. Vous vous rendez compte de ce que c'était. Hein. Il y avait déjà ici, il n'y avait pas grand-chose à part l'hôpital général, à part la coopération française, hein, le cabinet, le groupe. Il faut reconnaître qu'ils se sont bien débrouillés à l'époque, mais comme nous étions tous dans le privé, ils peuvent vous dire que nous leur avons fait mal. C'est ainsi que fut créée la clinique qui va prospérer au fil des années, au point que ses bénéfices lui permettent de diversifier ses activités. À n'avoir longtemps porté que sa blouse blanche et son stéthoscope, les voilà troqués par des bottes et une combinaison de forestier. Chambrier se lance dans l'exploitation du bois et crée en 1988 la société Okita et compagnie, activité qui ne lui a pas mal réussi non plus. Mais lorsqu'il était à la clinique, il n'était jamais loin des couloirs politiques de la République. Et c'est d'ailleurs là, confie-t-il, qu'il apprend qu'il est appelé par Albert Bongo afin de participer à l'animation de sa formation politique. Oh, Bongo, moi j'étais chez moi, à la clinique, où j'habitais à l'étage avec ma famille. Et j'étais avec... tous les soirs, on était 9, pratiquement un cadre par région. Ce sont les premiers cadres gabonais qui étaient au bureau politique. Bongo était un homme très malin. Il y avait pratiquement un d'entre nous qui était spécialiste dans le bureau politique d'un pan de la politique. La santé, l'éducation, les routes, tout ça, etc. Bon, on en discutait au bureau politique et après il donnait des ordres au gouvernement. C'est le schéma parti-État. Un schéma de parti politique unique qu'il empruntera fidèlement pendant plusieurs décennies sans pour autant perdre une seule once de son humanisme, puisque dans les rangs de l'opposition farouche au parti, il se trouve un de ses meilleurs amis. Il était un des grands amis du défunt Oyonaba. Ils étaient, d'après ce que me disait Oyono, ses grands amis étaient le président Chambrier, Amiar Ganga et Jean-Stanislas Migolet, parce qu'il a été le chef de cabinet de Jean-Stanislas Migolet dès le début de l'indépendance. Donc, à sa mort, le président Chambrier, à l'époque il était au gouvernement, n'a pas eu la possibilité d'assister à ses obsèques. Et il m'a signalé qu'il voulait se rendre sur sa tombe pour essayer de s'incliner et rappeler les liens qui les unissaient. Et donc, un week-end, c'était un week-end de la Toussaint, il a donc pris l'avion, il est arrivé à Bitam et il avait amené 3 gerbes de fleurs. Une gerbe de fleurs à déposer sur la tombe de Ndondon Orengon, le père de Bonjean, affirmant que le père de Bonjean a été leur père quand ils faisaient leurs études, puisqu'il était membre du gouvernement. L'autre gerbe était à déposer sur la tombe de Ndiama Richard. Ndiama Richard, membre du PDG, et un de ses voisins. Et donc la 3e gerbe de fleurs était pour Simon Oyonaba,
Donc, il est donc arrivé un vendredi. À Oyem, on a fait le dépôt de fleurs. Et le dimanche, après la messe de la Toussaint, nous nous sommes rendus devant le mausolée de Yonaba et il a déposé la gerbe de fleurs. Et je l'ai vu en tant qu'humain fondre en larmes. Il y a toujours l'amitié. Il y a toujours l'amitié qui est là, sous-jacente. Donc, c'est un homme qui était présent partout. Vraiment présent. Et aujourd'hui, on le voit à travers les interventions des uns et des autres, dans les réseaux sociaux et compagnie, qu'il était un peu de tout. Il a touché un peu à tout. En tant qu'enfant, ayant reçu une éducation religieuse correcte, la piété de ce chrétien convaincu a demeuré sans faille tout au long de sa vie. Rien de plus magistral pour démontrer cet état des faits que l'édifice majuscule qui trône en bonne place dans son domaine de plusieurs hectares. L'édification de la chapelle, c'est vraiment la concrétisation de ce sentiment religieux qui l'animait. Et je crois qu'on ne peut pas dire mieux que ça. On ne peut pas dire mieux. Et je peux vous dire que il n'y a pas très longtemps encore, on a discuté de cette chapelle. Il avait l'intention de l'agrandir. J'ai dit non, ça c'est très bien, c'est conçu de cette manière, il ne faut pas détruire ça. Il dit oui, je vais l'agrandir, il y a du... Bon, c'est un joyau architectural, c'est magnifique. Mais je dirais qu'attention, ce n'est pas le hasard aussi. Il a fait son école primaire à l'école Montfort. Bon, c'était chez les religieux. Nous tous qui sommes passés par là, ça nous a tous marqués, qu'on le veuille ou non. Ça nous a tous marqués. Donc, ce sentiment, il l'a développé. Son dernier dimanche, il était à la messe, il a pris sa communion. Vous voyez que Dieu a voulu que son dernier dimanche, mais il communie. C'était magnifique aussi. Magnifique aussi l'observation qu'il avait faite des pratiques culturelles de son peuple, malgré le fait d'avoir pu être influencé par des cultures et traditions diverses. Du fait de ses rencontres et de ses découvertes, Mbamba Imbamba était resté fortement ancré et attaché à ses ancêtres. J'admire, c'est qu'un intellectuel comme lui, il sait mettre en symbiose le modernisme et le traditionnel. Parce que c'est ça les fondements d'une nation. Quand une nation ne prend pas en considération la base de sa culture, ne compte que sur le modernisme, quelque part c'est une perte de nos valeurs. Donc, j'admire par exemple le jour où il a perdu son épouse, ça a été une très belle messe, ça a été des grands témoignages, ça a été des actions à la dimension de l'homme, à la dimension de la famille. Je prends un exemple. Quand on rentre le soir ici, il y a toujours le feu traditionnel. Dans chaque église, il y a une lumière. On dit « Mon Seigneur est ma lumière ». Dans la tradition, ça fait partie de nos valeurs. Devant le corps de garde, il y a toujours un feu. Il y a toujours un feu qui brûle, tel l'engagement de l'auteur qu'il deviendra au moment de la publication de son ouvrage intitulé « Un homme courageux ». Le livre de 214 pages publié en 2010, dont il n'était pas peu fier, est une autobiographie qui retrace le parcours de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Marcel Éloi Randy Chambrier aura donc touché à tout et on peut dire sans risque de se tromper que tout, finalement, lui a réussi tout au long d'une vie qu'il a construite à force de poignées. Ancien président du Conseil de l'Ordre des médecins, ancien président du syndicat des exportateurs gabonais des bois, ancien président de la Confédération du patronat gabonais, il était conseiller municipal, maire adjoint de Libreville, député de l'Estuaire, député du 4e arrondissement de Libreville. Il était plusieurs fois décoré commandeur au Gabon et dans d'autres pays d'Afrique et d'Europe. Je dois quand même rappeler qu'il était parmi
les footballeurs africains, et ça, les gens ne le savent pas, hein, qui a été champion de Paris. Le quotidien parisien sportif, l'équipe, a titré à la fin de la rencontre, l'équipe SCUA. Le SCUA, c'est le Sporting Club Universitaire Africain. Donc il comprenait des Gabonais, des Congolais, des Ivoiriens, enfin tous ceux qui savaient jouer au football. Et à l'issue du match, l'équipe a titré Chambrier, meilleur homme sur le terrain. Et ça nous a marqué. Nous étions une fédération des étudiants d'Afrique noire en France. C'est la fédération des étudiants. Mais parallèlement, à la maison de l'AOF, on avait un secrétariat pour animer une équipe de football où étaient des étudiants de tous les pays d'Afrique. Et là, je peux vous donner. Vous avez ici un Togolais, un Ivoirien, un Gabonais, un Congolais, un Ivoirien, un Soudanais, un Gabonais, un Ivoirien, un Gabonais, c'est moi, un Ivoirien et un Ivoirien. Ben, cette équipe rivalisait avec les équipes de 3e division qui disputaient le championnat de 3e division et la Coupe de Paris. Je peux vous dire. Ça a duré combien de temps l'existence de cette équipe? Cette équipe, bon, elle a existé le temps que les étudiants gabonais constituaient avant les indépendances. Jusqu'avant les indépendances, parce que après les indépendances, les pays sont devenus, disons, individualistes presque. Et chacun pour soi, Dieu pour tous. En tant qu'homme citoyen, il a investi dans le bois, il a investi vraiment dans plusieurs secteurs pour essayer à la fois d'organiser sa vie. Il a essayé également, il a pris des dispositions pour permettre à sa famille de continuer à vivre en honorant son nom et sa mémoire. Nous admirions ses tenues, sa manière de s'habiller, impeccable. Son chapeau melon, son nœud papillon. Et tout cela faisait de cet homme un homme tout à fait spécial, unique. Et sa silhouette va nous manquer. Et pendant longtemps. En tout cas, ça a été un grand homme pour sa famille, pour sa communauté et pour le Gabon. Déjà, de son caractère, avec ses connaissances et son franc-parler, on n'en trouve pas facile, on n'en trouve plus facilement. Et on mettra du temps pour rencontrer des esprits comme le docteur Chambrier. Il aimait s'exprimer, dire ce qu'il avait dans le ventre. Et c'est par écrit qu'il le faisait souvent. Il a été un grand rédacteur de l'étudiant, du journal L'étudiant, des étudiants en France. Et je me souviens encore de ces articles. C'était des articles qui étaient violents, mais qui démontraient une grande connaissance, et à l'époque, une grande connaissance des arcanes de la politique nationale et internationale. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu une vision dans sa vie. Il a commencé, comme je vous ai dit, par
un centre médical et je pense qu'il s'est projeté dans l'avenir en se disant « je ne vais pas m'arrêter là, je vais créer ma clinique ». C'est aussi quelqu'un qui a eu l'aide de Dieu, qui l'a pourvu de ce dont un homme a besoin pour vivre heureux. Vivre heureux autour de lui aussi. Il y a ces enfants qui ont eu une éducation, une très bonne éducation. Et aussi, la plupart de tous ces enfants ont eu une instruction au-dessus de la moyenne. Héritage intellectuel qui laisse à la postérité son amour incommensurable pour la médecine, matérialisé d'abord par sa fondation, ensuite par ses enfants qui continueront l'œuvre. Une fille aînée mariée à un cardiologue, une cadette spécialiste de l'imagerie médicale, une autre fille angiologue, un garçon ainsi qu'une autre fille qui sont pharmaciens. Les exceptions qui viennent confirmer la règle, si on peut le dire, sont l'avocate, l'économiste, les ingénieurs, les administrateurs et les gestionnaires. Rien de plus gratifiant pour un père qui aura vécu de vieux jours et qui entre dans le royaume de Dieu avec la conviction du travail bien fait et de la mission accomplie. Va, Pocho, car tout près t'attend ta tendre Roselyne dans la lumière de l'éternité. Yalla,